Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver, de nous retrouver ce 31 janvier 2024 ici à la Villa M, dans la magnifique Villa M. Et je salue le président du groupe Pasteur Mutualité, Michel Cazogade, qui nous reçoivent ici. Bonne année d'abord et bonne santé à toutes et à tous. Je salue également nos confrères et consoeurs journalistes qui nous suivent. Nous allons voir si nous devons plus espérer que douter de notre système de santé au lendemain du discours de politique générale du nouveau et jeune Premier ministre de la France, Gabriel Attal. Nous devions peut-être annoncer également, en tout cas évoquer le nouveau ministre ou la nouvelle ministre déléguée de la Santé. Ce sera pour la prochaine émission, cher Philippe, avec Philippe Leduc et Renaud Degas. Nous sommes heureux de nous retrouver donc en ce début d'année. Nous demanderons à nos 4 invités, anciens ministres de la Santé, de nous livrer leurs analyses sur le système de santé, sur la crise actuelle du système de santé, mais également compte tenu de leur grande expérience acquise et sans doute de leur sagesse et le recul en tout cas qu'ils ont, comment sortir d'une situation que l'on peut indiscutablement qualifier de difficile après évidemment la crise exceptionnelle que la France et le monde a connue avec la crise sanitaire du Covid. Merci donc d'être avec nous, j'allais dire par ordre d'exercice du pouvoir en santé. Je salue d'abord Claude Évin. Vous avez été ministre des Affaires sociales, Claude Évin, et de la solidarité de mai 1988 à mai 1991. Le président de la République était François Mitterrand, le Premier ministre était Michel Rocard, c'est bien cela. Et vous savez que le Premier ministre, hier, l'a rappelé dans son discours de politique générale, il était né en 1989. Je me suis dit peut-être dans une maternité que dans une certaine mesure, sur laquelle vous aviez l'autorité. Roselyne Bachelot, vous avez été ministre de la Santé et des Sports en mai 2007 jusqu'à novembre 2010, et vous avez été ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale de novembre 2010 à mai 2012. Le président de la République était alors Nicolas Sarkozy. Agnès Buzyn, vous avez été ministre des Solidarités et de la Santé de mai 2017 à mai 2020. Le président de la République était le même qu'aujourd'hui. Et François Braun vous a succédé, ministre de la Santé et de la Prévention de juillet 2022 à juillet 2023. Cette émission a été enregistrée donc dans les conditions du direct à la Villa M, ce 31 janvier 2024, devant un public nombreux que je salue, qui sont venus vous voir. Il faut dire que nous avons des stars aujourd'hui là pour commencer l'année 2024. Merci à nos partenaires, BVA, le groupe Pasteur Mutualité, MSD, que je salue, Point Vision et CARE. Et alors Philippe, c'est toi qui vas poser la première question. Première question, en effet, Pascal. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est très impatients de vous écouter. On ne va pas vous demander vos solutions miracles, bien sûr, parce que quand même, depuis 30 ans, 40 ans, on se demande comment on en est arrivé là, quelque part. Alors, première question, c'est comment vous jugez la situation actuelle? Quel est votre diagnostic, votre analyse, votre sentiment? Et puis dans la foulée, une deuxième question, mais qui rejoint la première. Est-ce que le problème majeur du système de santé en France, c'est pas le fossé qui existe entre les pouvoirs publics, entre vous et les soignants? Parce que vous avez échafaudé depuis 30 ans, 40 ans, chacun à votre place, vous n'avez pas ménagé votre peine, vous avez fait des rapports, des lois, etc. Vous avez créé des GHT, des CHT, des CPTS, des CTS, plein de systèmes, vous avez bâti une architecture en bonne logique qui paraît tout à fait séduisante, et puis sur le terrain, ça ne prend pas forme. Alors, quelle est votre analyse? Quel est le principal défaut? Puis après, on verra un peu la principale difficulté pour réformer le système de santé. Puis après, on verra évidemment les solutions, la ville, l'hôpital, le médicament et les déclarations du nouveau Premier ministre Gabriel Attal. Claude Évin, on commence peut-être par vous. Alors, j'ai retrouvé un ancien journaliste m'a donné ce magnifique 12 thèses pour le renouveau de la médecine libérale, octobre 90. Le deuxième grand chapitre, c'est les relations ville-hôpital. Alors, comment on est arrivé là? Est-ce que ce fossé, on peut le combler? Il y a plusieurs choses, je crois, qu'on peut dire pour au moins camper la problématique que vous souhaitez aborder ce matin. Est-ce que c'est une crise actuelle?
Je crois, alors avec des éléments effectivement particuliers, la montée des maladies chroniques, la problématique de la démographie médicale, etc., mais que le système de santé ne peut pas ne pas être en crise permanente. Parce qu'il y a toujours une opposition entre la demande de soins et les capacités de pouvoir effectivement y apporter des réponses dans un système dont le financement est socialisé. Il ne serait pas socialisé, il y aurait d'autres types de problématiques qui s'exprimeraient. Là, il s'exprime vis-à-vis de la puissance publique parce que c'est la puissance publique qui est amenée à réguler. Ce serait un système assurantiel, le conflit serait plus fort sur le plan social, il serait peut-être moins dans un conflit entre les professionnels et la puissance publique, mais il s'exprimerait sous une autre forme. Donc il y a des tensions permanentes dans le système, et c'est vrai que, alors on est effectivement confronté sans doute à des situations particulières maintenant pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir et qui sont effectivement... Enfin, je ne veux pas dire que les problématiques se posent dans des conditions identiques à la manière dont elles se posaient il y a 30 ans, mais nous avions il y a 30 ans exactement cette situation de tension avec les professionnels. Moi, je me souviens d'une convention médicale qui n'a pas pu être signée. Alors, il n'y avait pas à ce moment-là le mécanisme qui a été mis en place d'arbitre, mais en tous les cas, il y a eu des situations effectivement un peu identiques. Et la difficulté relationnelle avec les professionnels sur des objectifs à mettre en œuvre. Je ne vais pas réécrire ici la convention qui a été effectivement publiée en 1990, mais j'avais demandé, et on retrouve un certain nombre d'éléments dans ce que la CNAM a demandé aux professionnels de santé dans l'engagement conventionnel qui a échoué il y a quelques mois, effectivement un certain nombre d'engagements qui n'avaient pas été pris, enfin, sur le recours aux soins, etc. Claude Lévin, donc, vous dites en crise, sous tension, mais on a le sentiment qu'il y a une dégradation du système de santé. C'est pire qu'une crise. Alors, là aussi, je veux dire qu'il faut un peu regarder plus précisément. Il y a un sentiment effectivement de dégradation. Simplement, il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, ou plutôt exprimer qu'aujourd'hui, on soigne de mieux en mieux un certain nombre de pathologies. Il y a quand même des réponses à des problématiques que nous n'avions pas. Moi, j'étais confronté au sida, à l'apparition effectivement, enfin et l'impossibilité d'avoir des traitements. Enfin, je rappelle ça. On a d'autres avancées thérapeutiques naturellement qui sont apparues depuis sur le cancer, sur un certain nombre d'immunothérapies, etc. Enfin, je veux dire que, bon, c'est vrai qu'il y a une problématique d'accès aux soins de premier recours, hein, et qui sont liés à une organisation territoriale défaillante, on pourra y revenir, mais globalement, on a quand même un système de santé qui répond à des problématiques aujourd'hui auxquelles nous ne répondions pas il y a 20 ou 30 ans, d'une part, et d'autre part, et je terminerai par là, parce que le thème c'est quelle réforme, etc., c'est qu'il faut aussi se sortir de l'esprit que le système de santé ne s'est pas réformé, ne se réforme pas. Il se réforme en permanence. Il se réforme en permanence sous la pression justement de la demande de soins naturellement, mais il se réforme aussi sur la tenue de l'intervention de nouvelles thérapeutiques qui l'obligent effectivement à changer. Et si on reprend aussi bien sur l'hôpital, etc., que ça n'aille pas assez vite, je suis complètement d'accord, mais sortons de l'état d'esprit selon lequel on serait dans un système complètement figé. Claude Lévin, on comprend bien ce que vous voulez dire, et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir le cheminement des évolutions. Pour autant, on pourrait penser que le système soit, je prolonge un peu la question de Philippe, le système soit plus consensuel, c'est-à-dire que l'on soit plus d'accord entre soignants, dirigeants, sur le système de santé. Aujourd'hui ? Non, d'une manière générale, enfin qu'il y ait plus d'accord. Qu'on ne soit plus... Donc qu'on soit plus consensuel, qu'on soit oui, plus d'accord. C'est très conflictuel ce que vous dites. Que ça soit moins conflictuel que ça ne l'est aujourd'hui. Voilà, ou que ça ne l'était hier. C'est peut-être moins conflictuel, ceci étant, ce qui n'est peut-être pas la traduction d'un conflit, mais qui est quand même toujours le problème auquel on est confronté, et ça depuis très longtemps, c'est la question du cloisonnement quand même entre les acteurs. C'est quand même un des éléments qui, de mon point de vue, nous empêche d'avancer suffisamment vite pour répondre aux besoins de la population. Alors, Roselyne Bachelot, quel est votre sentiment, quelle est votre analyse, quelle est votre solution miracle? On commence par une question con, donc je vais essayer que la réponse, elle, soit différente. Je suis frappé... Je vous approuve. Je ne l'aurais pas faite. Je suis frappé par le fait que dans ces réformes des systèmes de santé, les réponses sont souvent quantitatives, alors que la question est largement qualitative devant les bouleversements des modes de vie de nos concitoyens et finalement les crises diverses de nos systèmes de santé, de nos systèmes de prise en charge, aussi bien pour le CARE que pour le CURE, marquent ces évolutions et les difficultés à les affronter. Nous allons
et ça a été dit à plusieurs reprises ces derniers jours, vers une baisse drastique de la natalité. La plupart de nos concitoyens ne sauront pas dans quelques années ce que c'est que de vivre avec des frères et des sœurs. On remplace les affinités familiales par des affinités électives qui se trouvent profondément défaillantes lorsque la santé est en jeu, c'est-à-dire qu'on va demander à des systèmes collectifs de remplacer des solidarités individuelles et familiales. Comment voulez-vous que des systèmes technocratiques puissent répondre à cette chute des solidarités familiales? On est avec un allongement, on pensait qu'on allait maîtriser l'allongement de la durée de la vie. Bien sûr, on voit que là aussi, ça augmente. C'est-à-dire que les gens qui sont susceptibles de prendre en charge ces personnes très âgées sont elles-mêmes déjà très âgées. Donc, on est dans un bouleversement considérable. Et puis, il y a une désaffection terrible pour la maladie et la mort dans nos systèmes, dans notre société. Ce sont des prêtres qui vous disent qu'ils ne voient aucun jeune dans des cérémonies de sépulture. Allez interroger des gens qui s'occupent de funérariums. Ils vous disent qu'il y a des dépouilles mortelles qui ne reçoivent aucune visite et qu'on n'y voit jamais de jeunes. Moi qui ai installé mon père et ma mère dans le salon familial, il y a des gens qui m'ont dit que c'était dégoûtant de mettre un cadavre chez soi. On est le pays où on meurt le plus à l'hôpital en Europe, ou parmi les pays où on meurt le plus à l'hôpital. Et le regretté Axel Kahn m'avait raconté cette histoire troublante. Le major du concours de première année de médecine, quand il était doyen d'une faculté, choisit d'être sage-femme. Il va interroger ce leader, Maximo, et pourquoi vous choisissez d'être sage-femme? Et il a cette phrase incroyable, il lui dit « Je ne veux pas voir les gens mourir ». C'est dans cette société que nous sommes. Et moi, je suis frappé par l'absence totale de discours sur les questions sociétales. Et à chaque fois, on nous invente des solutions qui sont bien. Mais si on ne réfléchit pas ensemble et collectivement à ça, je pense qu'on va dans le mur. Mais alors vous, Roselyne Bachelot, vous aviez construit un système de santé avec la loi HPST, avec la création des RS, enfin avec 4 rapports qui avaient débuté cette... on ne peut pas dire qu'on n'avait pas consulté, qu'on n'avait pas concerté. Hein. Vous aviez même beaucoup travaillé. Et puis 20 ans après, on s'aperçoit que c'est pas mieux. Alors comment sur le site... moi j'ai mon idée là-dessus. Opine du Bonnet disant c'est pas mieux, c'est exagéré, mais on est toujours dans des difficultés importantes. Qu'est-ce qu'aujourd'hui il faut faire? Il y a surtout aussi dans ce pays le drame incurable de la valse des ministres. C'est-à-dire qu'on fait des réformes et on est incapable de mettre quelqu'un qui va continuer les réformes. Je mets en place les ARS en 2010. Enfin, elles sont dans la loi du 30 juillet 2009, elles sont en place en 2010, et je pars en novembre 2010. Est-ce que vous pensez que mes successeurs ont envie de faire marcher mes réformes? Évidemment non. Vous seriez bien resté, c'est ça que vous voulez dire? Oh non, merci. Vous visez quelqu'un peut-être? Je ne sais plus. Qui était votre successeur? Je me rappelle plus. Alors, on va continuer l'ordre chronologique. Il faut de la durée, c'est ce que vous disiez. Agnès Buzyn, vous êtes resté un certain temps avec une approbation très forte des professionnels de santé. Je me souviens, vous êtes venu plusieurs fois au contrepoint de la santé. Vous disiez les choses et on vous acclamait en quelque sorte. C'était frappant. Et puis petit à petit, c'est devenu un peu plus difficile. Quel est votre regard sur les difficultés actuelles et comment faut prendre ce système de santé pour que les Français, parce que c'est quand même un problème majeur, aient le sentiment qu'ils ont un médecin, et le bon médecin, le bon traitement, etc. Alors d'abord, je crois qu'il faut arrêter de parler de crise. Nous ne sommes pas en crise, nous sommes dans un système en transformation profonde depuis des années. Et je vais vous raconter une anecdote. Je suis arrivée ministre en 2017, un mois avant que Simone Veil ne décède. Et dans les archives familiales, on m'a fait remonter un document, une note de la ministre au président de la République de l'époque, au Premier ministre, à Jacques Chirac, concernant sa vision du système de santé, ses constats et ce qu'il fallait faire. C'était en 1974, il n'y avait pas un mot à changer en 2017, pas un mot.
Donc, en fait, nous sommes en transformation profonde. Ça n'est pas du tout un problème français, c'est un problème totalement international. Changement de l'épidémiologie des maladies, changement démographique, allongement de la durée de vie, manque de soignants. Je rappelle quand même qu'on nous explique qu'on va aller chercher des médecins à l'étranger. Il manque aujourd'hui 18 millions de soignants dans le monde. Et il m'en manquera peut-être jusqu'à 30 millions en 2050. Parce qu'on n'est pas capable de les former. Déclaration hier du Premier ministre, on va aller chercher oui, ce qui est étonné, en effet. Mais en réalité, ce qu'on vit, on se regarde le nombril en permanence, on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. Tous les systèmes se transforment, il faut plus de soins primaires, il faut moins d'hospitalocentrisme, il faut plus de care. Il faut aussi que la société se regarde dans sa façon dont elle consomme les soins, dans la façon dont elle accompagne le grand âge, sa vision de tout ça. Donc, il ne faut pas imaginer qu'un ministre va avoir une solution miracle pour une transformation sur 40 ans, 50 ans et des problèmes sociétaux. Et je voudrais terminer. Je vais juste terminer. Et vous avez raison, nous avons tous fait des réformes, elles vont toutes dans le même sens, nous sommes tous d'accord en fait. Toujours de droite, de gauche, tous les ministres de la Santé vont dans le même sens, dans la même direction. On construit brique par brique des améliorations. Moi je pense que nous sommes au creux de la vague, mais que cela va commencer à s'améliorer, parce que nous avons fait des réformes structurantes pour aller vers plus de soins primaires, que le nombre de professionnels de santé va réaugmenter à partir de cette année, le nombre de spécialistes augmente, les généralistes augmenteront plutôt à partir des années 2030, mais on a créé les IPA, on a restructuré avec les CPTS pour avoir une vision populationnelle des soins. Il y a énormément de réformes pour redonner du temps médical, vous avez raison. Ma Santé 2019, il y avait un consensus. La loi a été votée en juillet 2019 avec une large majorité au Sénat et au Parlement, tous bords confondus. Le problème, c'est que le Covid est arrivé en janvier 2019, et donc 2020. Oui, et donc 3 mois après, donc quelque part, nous n'avions pas encore eu le temps de mettre en place les décrets. Ça a percuté toute la réforme, donc pendant 3 ans, il ne s'est rien passé. Et on repart sur Ma Santé 2022 maintenant, avec le problème que dit Roselyne, c'est que derrière, les prédécesseurs ont envie d'effacer tout ce que vous avez fait avant et de créer leurs propres réformes. Mais en réalité, il faut juste mettre en œuvre ce que nous construisons les uns après les autres pour améliorer le système. Mais je crois qu'il faut arrêter de parler de crise. C'est une transformation en profondeur sur le long terme. Et que deuxièmement, je pense que ça va aller de mieux en mieux dans les années qui viennent. Nous sommes en train de sortir du tunnel. Alors, les Français ne le voient pas encore, mais aux urgences, c'est quand même en train de s'améliorer grâce au SAS, où on a vu... Service d'accès aux soins. Service d'accès aux soins qui était dans la loi de 2019. Diminution de 10 à 15% du nombre de passages aux urgences cette année. Oui, vous ne pouvez pas oublier la date de janvier 2020. Je rappelle que vous avez écrit, c'est le bon moment, votre journal récemment, tout à fait passionnant pour celles et ceux Formidable qui... livre, il faut le lire absolument. Voilà, tout le monde est d'accord. Vous voyez, il y a du consensus. Oui, c'est là où je disais, je vous suis pas, enfin c'est pour faire le débat, c'est que dans une certaine mesure, ça veut dire que les choses peuvent être mieux anticipées. Et dont le fond, peut-être, ne le sont-elles pas. Vous êtes des dirigeants. Donc, les citoyens peuvent vous dire, bah oui, mais les choses n'ont pas été suffisamment anticipées. L'histoire, d'ailleurs, de la crise sanitaire... Sur l'anticipation, vous avez raison, Pascal. Le problème, c'est que le nombre de soignants aurait dû être anticipé dans les années 90. Mais c'est un problème mondial. Personne n'avait même les formateurs pour les former. Claude Évin était là en 90. Oui, non, mais tout à fait, sans revenir... On est arrivé au creux d'une grosse sans revenir et sans vous, polémiquer. Alors, on peut revenir sur le débat avec les professionnels. Je rappelle que la demande d'un numerus clausus assez limité en 1989-90, c'était à la demande des syndicats médicaux. Exact. Je me souviens d'arbitrage avec Lionel Jospin, qui était chargé de l'enseignement supérieur. Il avait, lui, des propositions de numerus clausus plus importantes que les miens. Bon, et moi, j'étais sous la pression. Alors, peut-être que j'aurais dû résister. On n'avait pas d'observatoire de la démographie comme ça a été mis en place après. Vous regrettez pas avoir résisté plus ? Oui, je regrette de ne pas avoir résisté, mais on est quand même dans un système dans lequel, et ça rejoint notre première question que vous posiez, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est aussi un système qui est co-géré d'une certaine manière. Et que le dialogue avec les professionnels, il n'est pas simple, y compris pour ça. Il faut co-gérer notamment dans le cadre de la convention, etc. Alors François Braun, est-ce que, comme disaient vos prédécesseuses, vous avez eu envie de tout changer et pas vous mettre dans la ligne de ce qui avait été fait ? Non, de toute évidence, non. Déjà, je vais peut-être vous surprendre, mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et tout ce qui a été conduit jusqu'à présent, y compris sur le livre d'ailleurs.
L'idée, c'est qu'il faut faire un débat. Si vous êtes tous d'accord, ça va pas. Non, mais je crois qu'il y a des choses très importantes qui ont été dites et tout le monde le dit. Et les Français sont pas d'accord. On va voir ça. On parle de crise. Effectivement, c'est peut-être une crise, mais c'est surtout une transformation de notre système de santé. 2, ça ne touche pas que la France. Et je crois que ça, c'est très important. Quand on regarde, l'ensemble des pays, au niveau international, pas qu'en Europe, subissent des difficultés dans leur système de santé. On se souvient de l'Angleterre, de l'Espagne. Différentes en fonction des systèmes eux-mêmes, mais tout le monde est en difficulté. Moi, ma question principale, dès que je suis arrivé, même un peu avant d'ailleurs, ça a été de me dire, mais pourquoi tout le monde, alors que les systèmes de santé sont très différents, tout le monde est dans ces difficultés ? Le seul point commun que j'ai pu trouver, c'est que nous avons bâti, et c'était normal, des systèmes de santé sur l'offre de soins. C'est-à-dire qu'on met en place une offre de soins en disant l'offre de soins va couvrir les besoins de santé de la population. Le problème, c'est que les besoins ont augmenté, c'est que l'offre a diminué, pas forcément en nombre, mais en temps de soins disponibles et en temps médical disponible, et on a cette discordance. Je reste persuadé de 2 choses. La première, c'est que nous devons repenser et faire évoluer notre système de santé vers un système qui répond aux besoins de santé de la population. C'est dans cet esprit que nous avons mis en place, à nom du président de la République, le Conseil national de la refondation en santé, avec des discussions territoire par territoire pour trouver des solutions territoire par territoire. Le deuxième point, c'est une notion de temporalité. C'est absurde qu'on rediscute tous les ans la politique de santé dans le cadre de ce PLFSS. Moi, je ne vois pas comment on peut avoir une logique dans le temps. La santé ne va pas se réformer en un an. Il faut une temporalité plus longue. Alors, c'est compliqué d'un point de vue politique quand on explique que les choses vont s'améliorer dans 10 ans ou dans 15 ans. Mais en tout cas, c'est le cas. Et je ne vois pas pourquoi nous n'avons pas une loi. Il y a la stratégie nationale de santé, quand même, qui est tous les 5 ans et qui a été reculée à tous les 10 ans. Oui, mais il n'y a pas de loi de programmation de santé derrière, par exemple. Donc la stratégie nationale de santé ne sert à rien. La stratégie nationale de santé ne se traduit pas forcément par une transformation et des textes. Ce n'est pas suffisant. C'est la base probablement d'une loi de programmation de santé sur plusieurs années. Vous savez, notre système de santé, les professionnels, comme nos concitoyens, ont besoin déjà un peu de sérénité. Et halte à l'hôpital bashing, à la santé bashing, comme quoi tout va mal. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais nous avons un système de santé qui fonctionne et ils ont aussi besoin de perspectives et de perspectives dans le temps. Et on voit bien que quand on discute avec les professionnels, et vous dites qu'on est en divergence avec les professionnels, moi je suis retourné auprès des professionnels, il n'y a pas de divergence. Mais ils ont besoin de se projeter dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, et ils ont envie de se projeter dans le temps. Oui, mais les conditions de travail à l'hôpital, que vous connaissez bien, sont très difficiles. Vous dites qu'il n'y a pas de divergence avec les professionnels, ça paraît... Les conditions de travail sont difficiles partout, pas qu'à l'hôpital. Oui, c'est-à-dire, notre société, et là je rejoins ce que disait Madame Bachelot, notre société aussi a changé sur la vision que nous avons du travail. Nous devons améliorer les conditions de travail. On n'arrête pas de dire il faut augmenter les salaires. Oui, et le Ségur de la santé a permis de le faire, mais il faut surtout donner des meilleures conditions de travail. Il faut un management beaucoup plus souple au niveau des établissements, et nous avons travaillé sur revenir aussi à l'échelle du service. Enfin, vous voyez, plein de briques se mettent en place. Simplement, on a retourné la terre, on a semé les uns et les autres. Il faut attendre un petit peu que ça pousse pour pouvoir récolter. Les professionnels de santé que vous êtes, que nous sommes, effectivement, ont du mal à comprendre, et je voudrais réfléchir avec vous sur cette attractivité des métiers de la santé, de comprendre pourquoi ce secteur de la santé n'attire pas autant les jeunes, qui est quand même un métier, on le partage ici, hein, c'est tout assez passionnant. Oui, mais là aussi, vous voyez, c'est un discours qui est faux, je suis désolé de vous le dire. Alors, il attire peut-être pas dans les facs de médecine, et encore faudrait-il réfléchir à ce passage PASS-LAS. On a quand même des facs qui ne remplissent pas la 2e année parce qu'on a imposé un quota entre PASS et LAS. Mais ça, c'est une parenthèse. Ça, c'est une pierre dans le jardin de Madame Buzyn. Si on regarde les professions paramédicales, les infirmières, c'est la profession la plus demandée. Mais où il y a le plus de fuites. Exactement. Et le problème est là. 30% des infirmières inscrites en première année n'arrivent pas au bout ou abandonnent lors de leur première année d'exercice. Et pourquoi ? Parce que les conditions de travail sont trop dures. 2 raisons. La première raison, j'ai discuté avec les infirmières, j'ai lancé la réforme d'ailleurs de cette formation et du métier d'infirmière. Des problèmes qu'ont tous les étudiants qui sont des problèmes de paupérisation des étudiants. L'infirmière, quand on lui indemnise quasiment rien, ses trajets pour aller faire des stages à plusieurs dizaines de kilomètres, c'est un exemple. 2, la formation n'est plus adaptée au profil ni aux besoins que nous avons aujourd'hui.
Pourtant, il y a eu cette grande réforme, Philippe en parlait, cette grande réforme de la formation médicale, et on voit bien que... Mais c'est une très bonne chose. Quand je parle de passe, hélas, je crois que c'est très bien, et c'est pareil pour Parcoursup et les infirmières. On fait venir des profils différents dans les professions de santé. C'est une richesse. Simplement, le cadre de formation ne s'est pas évolué à ces profils, n'a pas évolué en même temps que les profils. Qu'est-ce que vous avez pensé de la proposition de Gabriel Attal hier, qui a commencé à faire un petit peu bouger dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, que les infirmières, en tout cas les infirmières de bloc opératoire, puissent devenir médecins dès la 3e année Il a parlé des infirmières anesthésistes. Voilà, qui peut rentrer en médecine en 3e année. C'est votre avis? Ce qu'avait dit Michel Rocard, un peu, qui avait été très, très décrié. C'est pas franchement nouveau, hein, cette idée-là. Exact. On recycle des vieilleries, là, c'est bien. Est-ce que c'est bien? J'ai ma chance, là. En tout cas, sur la loi de... Alors, puisqu'on en est là, sur la loi de programmation, on change un peu de sujet. On n'a pas l'impression, après le discours de M. Attal, hier, qu'il va y avoir une grande loi structurelle. Hein, C'était pas bouleversant, effectivement, mais... Peut-être d'ailleurs ne faut-il pas bouleverser et prendre un certain nombre de mesures. Non, et puis il y a des choses qui ont besoin d'être affinées, et la ministre des Affaires sociales paraît-il, s'exprime sur le plan de santé mentale, qui est effectivement quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment va-t-on faire? Il y a toute une logistique et toute une question d'opérabilité qui est à voir. Le discours, il entraîne un certain nombre de... j'allais dire d'ouverture de chapitre, mais effectivement, il n'y a aucune réforme structurelle du système de santé pour affronter les difficultés, ne serait-ce que des 10 ans à venir. Agnès Buzyn. Oui, je m'amuse parce que quelque part, la santé mentale, moi j'en avais fait une priorité à l'HAS. Quand je suis arrivée comme ministre, j'en ai fait une priorité. J'ai créé une délégation à la santé mentale, j'ai nommé un délégué, on a fait une stratégie. Franck Bellivier, remarquable. On a fait travailler tous les professionnels de santé, on a restructuré les filières de soins, les filières de diagnostic pour les enfants avec troubles du neurodéveloppement. Mais à la fin, vous n'avez pas de pédopsychiatre, vous n'avez pas de psychiatre. Vous pouvez faire tous les plans que vous voulez. Aujourd'hui, la pénurie de soignants est quand même la contrainte fondamentale de toutes les réformes. Donc, moi, je veux bien qu'il y ait encore une réforme, mais mettons déjà en place Ma Santé 2022, où tout le monde était d'accord pour dire que ça allait dans le très bon sens de territorialisation, libération de temps médical, IPA, etc., au lieu de repenser une nouvelle grande loi de santé. En fait, commençons par former des gens le plus possible, d'ouvrir largement les formations, d'aider les facultés. Parce que le problème de notre réforme avec Frédéric Vidal sur les études de santé qui visait à diversifier les profils, c'est que ça n'a pas été accompagné du côté de l'enseignement supérieur par des budgets. Donc en fait, les facs, on leur a demandé de former beaucoup plus de monde à budget constant. C'était un peu compliqué votre réforme quand même. Le Conseil d'État a considéré que c'était un peu... Il fallait revoir la copie. Oui, mais l'idée, c'était que des gens dans les territoires ruraux puissent faire des études de médecine et que des familles qui n'avaient pas les moyens d'envoyer un gosse se former en première année de médecine pendant 2 ans dans une ville où existait un CHU avec des boîtes privées qui les aidaient à passer le concours, puissent finalement quand même accéder aux études de médecine. C'était une façon aussi de ramener des médecins et des professionnels de santé dans les territoires ruraux. On ne peut pas avoir quelque part le beurre et l'argent du beurre. À un moment, il faut faire des choix. On a quand même ouvert... le numerus clausus a disparu. On l'a ouvert, mais sans aider les facultés à augmenter considérablement le nombre de personnes formées. Or là, excusez-moi, j'entends qu'on va aller chercher des médecins à l'étranger, alors qu'on interdit l'accès aux études de médecine à nombre de nos enfants. Ça, et ça, c'est quand même très choquant. On ferait mieux de mettre un peu d'argent dans les facultés de médecine pour augmenter le nombre de personnes formées. Les médecins étrangers en France, ça fait quand même longtemps qu'ils font déjà tourner les hôpitaux. Hein. Mais l'idée, c'est d'aller en chercher d'autres. Donc... Il y a plus de médecins béninois en Ile-de-France qu'il y en a au Bénin, alors évidemment, ça c'est sûr. Mais alors, oui, Claude Devin. Oui, non, mais moi je voudrais que, parce que c'est intéressant effectivement, et moi je confirme que quand on prend un certain nombre de réformes, on est dans la continuité, il n'y a vraiment pas de rupture. Et il faut qu'on sorte, de mon point de vue, de cette idée selon laquelle il y aurait un grand soir de la santé, qu'il y aurait une grande réforme de la santé, qu'il y aurait une réforme structurelle de la santé. Arrêtons. Alors, c'est toujours difficile d'exprimer ce que je suis en train d'exprimer parce qu'on semble dire que rien ne bouge. Hein, parce qu'effectivement, le turnover des infirmières, moi j'entends bien ce qu'on dit aujourd'hui. Quand moi j'étais ministre, qui remonte quand même à un certain temps, alors c'était peut-être pas tout à fait le même temps, mais moi je me souviens qu'on disait que c'était un turnover et restait 5-6 ans dans la profession, elle partait. Donc on a des problématiques qui sont constantes.
Ce qu'il faudrait, de mon point de vue, sur lequel nous travaillons, et Mme Bachelot exprimait un certain nombre d'éléments de réflexion sur les aspects sociétaux, etc., c'est le rapport à la santé, c'est le rapport aux soins. Et en fait, je l'exprimais tout à l'heure et je le redis, je suis moi convaincu qu'il y a naturellement une continuité de la réforme à mettre en œuvre, mais qu'on est dans un système qui sera toujours tendu, qui sera toujours en crise d'une certaine manière. Parce que oui, mais non, il faut l'accepter de le dire et qu'on regarde objectivement les choses, qu'on apporte des réponses, y compris pragmatiques, sur l'accès aux soins dans les territoires, sur la réponse à un certain nombre de prises en charge sur des pathologies définies, que l'on puisse développer la recherche, que l'on puisse, etc., que l'on puisse former davantage de médecins, mais on est dans une demande de soins, c'est pour ça qu'on constate aussi qu'il y a qu'il y a des crises dans l'ensemble des pays industrialisés. Il y en a aussi dans les pays intermédiaires et en développement qui sont d'une autre nature, naturellement. Mais parce qu'il y a dans tous les pays, quels que soient les modes d'organisation du système, il y a cette tension entre la demande, l'aspiration d'une société à être mieux soignée, à pouvoir être dans un bien-être permanent, et l'impossibilité de la collectivité, quelle que soit la manière dont elle en assure le financement dont elle s'organise, de répondre à cette demande. Et c'est cette tension qu'il faut qu'on assume et que l'on puisse effectivement traiter en apportant des réponses pragmatiques, mais ne considérons pas en tous les cas que demain on va pouvoir trouver la baguette magique qui nous permettra de sortir. Ben oui, mais comme vous dites, la relation à la santé, on comprend bien votre propos, mais sur la prévention, par exemple, c'est vraiment la relation à la santé. Et depuis 30 ans, on progresse un petit peu. Les jeunes fument moins, boivent moins et prennent moins de cannabis. Mais la prévention, ça ne se résume pas au tabac et à l'alcool. Non. Bon. Mais 20% est relié aux soins et le reste, 80% de la prévention. Et les politiques écologiques. Mais parce que nous avons tous des difficultés à changer nos comportements aussi quotidiens. Donc c'est aussi une problématique. François Braun et après Agnès Buzyn. Oui, merci. Je voulais justement rebondir sur la prévention, puisque ça, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que notre société n'est pas assez tournée vers la prévention. D'une façon très très large, le concept une seule santé et les problèmes écologiques, bien sûr. On a des évolutions, la vaccination papillomavirus, on lance des choses sur le sport santé, ça ne va pas encore assez loin, je suis tout à fait d'accord, il faut aller plus loin. Et je voudrais revenir un petit peu sur ce problème d'effectifs médicaux et rejoindre ce que disait Agnès. Bien sûr, nous manquons de soignants et nous continuons à manquer de soignants. Raison de plus pour que nous arrêtions d'opposer le service public, le privé, le libéral, l'hôpital. Nous devons travailler ensemble. Et je crois que c'est effectivement Ma Santé 2022 a lancé ça. Le SAS, c'est un très bon exemple, je suis obligé d'en parler, un très bon exemple de la coopération entre les libéraux et les hospitaliers. Ça a été rappelé par le président de la République. Oui, nous devons continuer à aller plus loin. Il est aberrant que dans des territoires, et j'en connais qui sont assez caractéristiques, on continue à avoir une opposition sur certaines spécialités, à continuer à parler de part de marché, alors que les besoins sur telle spécialité sont couverts et que les besoins sur d'autres problèmes ne le sont pas du tout. Nous devons travailler en coopération entre public et privé. Je crois que ce qu'ont lancé certaines ARS sur le redécoupage de la permanence des soins et l'obligation que tout le monde participe à cette permanence des soins, établissement privé comme établissement public, est une bonne chose. Nous ne sommes pas assez nombreux, nous ne serons pas assez nombreux demain, ni après-demain. Donc il faut déjà aussi ces transferts de compétences, continuons dans ce sens. Les IPA, les transferts de compétences, et tous les ordres étaient d'accord. Alors après, il y a encore quelques vieilles luttes et quelques... Oui, ça coince un peu quand même. Oui, ça coince un peu, mais vous savez, sur le terrain, moi j'y suis toujours. Je peux vous garantir que ça coince pas parce que les gens sont pragmatiques et ils savent qu'une infirmière peut très bien vacciner, qu'un pharmacien peut très bien prescrire et vacciner contre la grippe. Il faut qu'on sorte de ces postures qui sont d'un autre temps. Tout le monde prône une meilleure coordination des soins, meilleur partage des compétences, mais il y a une hiérarchie dans le système de santé. Alors pas de grand soin, mais est-ce qu'il faut garder cette hiérarchie? C'est-à-dire que l'hôpital, c'est l'État, c'est plutôt vous, et puis la médecine de ville, c'est l'assurance maladie. Et ces deux systèmes ne se parlent pas vraiment. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux organiser pour les relations ville-hôpital qui datent dans le rapport de 1990, on en parlait déjà, c'est un problème majeur. Et puis privé-public, il y a la Cour des comptes qui a dit qu'il fallait plus de complémentarité récemment entre les cliniques et les hôpitaux, mais on voit bien que ça coince un peu. Alors, est-ce qu'il faut un grand service? Est-ce que c'est le ministère de la Santé? Comment cette hiérarchie assurance maladie État, comment faire en sorte que ça marche mieux pour qu'il y ait une meilleure coordination des soins?
Alors, je ne sais pas si ça marche mieux, mais en tous les cas, il y a au moins un élément de réforme qu'il faut rappeler, c'est effectivement la création des agences régionales de santé, puisque les agences... Roselyne Bachelot. Oui, tout à fait. Et les agences régionales de santé, alors, ne répondent pas totalement à la problématique qui est soulevée, mais elles permettent déjà, et contrairement à l'image que l'on en a parfois, y compris, paraît-il, au plus haut sommet de l'État, sur les agences régionales, c'est quand même une réforme de l'État, enfin de l'État au sens large du terme, qui est assez intéressante à observer. Le plus haut, c'est le président de la République ? Peu importe. Mais bon, c'est-à-dire qu'on a réuni au niveau régional, d'abord on a identifié au niveau régional une gouvernance pour appréhender l'ensemble de la problématique de santé, aussi bien l'ambulatoire que la prévention, que l'offre de soins, et l'ambulatoire que les établissements, le sanitaire et le médico-social, réunis dans un même établissement public. Et justement, on a commencé à réunir l'État et l'assurance maladie au niveau régional. Est-ce qu'il faut aller plus loin sur le plan national ? Moi, quand j'étais parlementaire, j'avais effectivement émis l'idée d'une agence nationale, ce qui pose peut-être un certain nombre de problèmes, mais en tous les cas, on voit bien que dans le pilotage entre la DGOS d'un côté et puis la CNAM de l'autre, il y a parfois une non-concordance qui effectivement est préjudiciable. Alors, ministère Assurance Maladie, oui. Je pose une question à ce niveau. La mission verte a vocation à s'intéresser à ça ? Ça, je ne sais pas du tout. Mission demandée par le président. Sur la régionalisation, oui. Sur la régionalisation ou décentralisation. C'est sûr que sur une administration adolescente qu'étaient les agences régionales de santé, la réforme territoriale de François Hollande a été véritablement un coup de poignard dans le dos, puisqu'on a demandé, on a changé le périmètre de la majorité des structures régionales administratives, ce qui est caractéristique aussi de la façon dont on mène les affaires publiques dans notre pays. C'est-à-dire Ne profitez pas, Marisol Touraine n'est pas avec nous. Non, elle avait été mais invitée. Rosine a absolument raison. On avait des agences régionales de santé, on en avait beaucoup, avec la loi NOTRe. En réalité, on les a concentrés dans quelques grandes villes, avec des territoires immenses. On a dépeuplé les départements. Les DG d'ARS passent leur vie dans la voiture. Dans la voiture, on a développé les antennes départementales où il y a 4 ou 5 personnes. Donc en fait, les élus locaux ont l'impression qu'on ne les écoute pas. C'est normal, la DG d'ARS ne peut pas gérer la région Occitanie ou Nouvelle-Aquitaine. Et c'est la loi NOTRe qui a totalement désorganisé en fait l'action territoriale des ARS. L'éducation nationale a été beaucoup plus intelligente. Ils n'ont pas modifié le périmètre des rectorats. Ils sont restés, ils ont attendu. Oui. Eh bien, en réalité, c'est pareil dans les DRAC. Et c'est pareil dans les DRAC. Il n'y a que le ministère de la Santé qui a voulu être bon élève et qui a tout rassemblé. Donc effectivement, quand je suis arrivée, j'avais des énormes ARS complètement centralisés. Sur le terrain, il n'y avait plus personne. Et ça, c'était une grosse erreur de la loi. Claude Évin, qui était DG d'ARS Île-de-France, 12 millions d'habitants. Je n'étais plus à ce moment-là, j'ai pas vécu. Puis j'avais de toute manière une région, alors qui était sans doute 12 millions, un énorme. périmètre moins vaste que l'Occitanie ou Nouvelle-Aquitaine, mais avec une population plus importante. Bon, effectivement, on aurait peut-être pu traiter la question des agences régionales de manière spécifique, parce que c'est vrai qu'il y a une relation au territoire qui est quand même un peu différente que sur d'autres politiques. Bon, ça c'est évident, et moi je le regrette aussi. Après, il faut s'organiser en conséquence. Il appartient aussi, et je pense que les directeurs d'ARS le font, c'est de renforcer la responsabilité des délégués départementaux. Et comme la nature a horreur du vide, c'est les préfets qui prennent la main ? Plus ou moins quand même. Je crois qu'on peut pas dire ça. Il serait sans doute tenté de le faire, oui. Mais moi, je connais un préfet qui a été directeur d'ARS, qui ne s'en est pas caché d'ailleurs, enfin je peux le citer, c'est Claude Darcourt. Claude Darcourt m'a dit à plusieurs reprises, donc pas simplement dans l'intimité, parce que c'était une de ses meilleures expériences professionnelles. Et ça a été un grand préfet, et ça a été un grand directeur d'ARS. Donc, mais c'est vrai que de la part des préfets, il y a cette aspiration à vouloir traiter les questions de santé, ce qui montre bien l'intérêt... Alors justement, Claude Évin, on ne peut pas ne pas parler du financement. Est-ce que le financement doit être revu ? L'assurance maladie déficitaire, c'est prévu qu'elle soit jusqu'à 2027 déficitaire de 8 ou 9 milliards. Est-ce que ça la fragilise ? Est-ce qu'il faut augmenter les recettes ? Ou est-ce qu'il faut dépenser moins, pas forcément donner moins d'argent aux soignants, mais en gérant mieux le système, en évitant les gaspillages, en faisant de la pertinence des soins ? Agnès Buzyn, vous étiez très chaud, très sur le front de la pertinence des soins. Oui.
vous voyez comment un journaliste peut se casser la figure. N'importe quoi, là. Et donc, vous étiez très au front de la seconde. pertinence des soins. Alors, le Je ne financement... l'aurais pas faite. Oui, mais oui, c'est ça, le journaliste d'investigation. Claude Évin, sur le financement, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, on a un déficit qui dure. La CADES... On comprend rien à ce qu'il raconte. Hein. Mais la question, quand on pose la question du financement, il y a plusieurs questions que l'on peut se poser. C'est est-ce que d'abord l'assiette, enfin disons la base sur laquelle est assuré le financement, et c'est un financement pérenne. Alors on a progressivement évolué. Je rappelle quand même qu'il y a une part maintenant qui est financée par la contribution sociale généralisée, hein, qui a été mise en place effectivement en 1989-90. Donc il y a comment on assure une certaine sécurisation des recettes. Puis après, il y a la problématique de la maîtrise de l'évolution des dépenses. Mais la maîtrise de l'évolution des dépenses, elle se trouvait posée et déjà, il y a très longtemps. À partir du moment où on est dans un système socialisé, il est normal que la puissance publique veille à ce que la progression naturelle de la dépense, dont on considère aujourd'hui qu'elle est de l'ordre de 3,5-4% chaque année, comme on n'a pas une possibilité économique d'assurer une augmentation de l'ONDAM à cette hauteur, il faut bien qu'on limite la progression et que l'on maîtrise l'évolution. Alors on parle d'économie, ce qui me semble d'ailleurs sur le plan pédagogique pas très pertinent, parce que ça semble vouloir dire qu'on réduit l'ensemble de la dépense. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'ONDAM, c'est 250 milliards d'euros, et que globalement, il y a une augmentation de l'ONDAM chaque année de l'ordre de 4, 5, 6 milliards. Donc on n'est pas dans une récession. Après, la question, mais ça, je suis en train de rappeler des choses que théoriquement chacun connaît, mais qu'on a du mal parfois à exprimer publiquement et à faire de la pédagogie. C'est après la question, c'est comment on répartit cette enveloppe entre des acteurs qui ont effectivement des besoins différents, avec des évolutions différentes. C'est vrai que l'évolution d'un certain nombre de thérapeutiques qui coûtent de plus en plus cher, faut les payer. Que quand on a la possibilité de ne plus hospitaliser parce qu'on a trouvé effectivement un traitement de l'hépatite C ou développement des IPP sur un certain nombre de pathologies. Est-ce qu'il faut augmenter le financement bien après? Augmenter le financement, moi je ne pense pas qu'il faille augmenter le financement. La question, c'est comment on assure la maîtrise et la répartition des moyens qui seront toujours effectivement limités. Il faudra bien augmenter les financements, se poser la question sur l'origine des ressources de l'assurance maladie. On sait bien, on connaît les grandes masses, hein, un peu moins sur les cotisations maladie, sur les salaires, un gros tiers sur la CSG, et puis il ne faut pas oublier les taxes affectées, les amis. Les mutuelles sont là, les taxes affectées sur le tabac et l'alcool sur un petit peu moins de 20%. Il y a quand même des éléphants dans la pièce dans cette affaire. C'est que les gros consommateurs de soins, c'est-à-dire les personnes âgées, en particulier les personnes âgées, sont celles qui contribuent le moins au financement de l'assurance maladie. Là, il y a peut-être quand même des choses à repenser et que... Je dois dire que, par exemple, les affaires de CSG sur les personnes retraitées, ça commence par être vraiment tout à fait choquant, en particulier pour les actifs. Vous voudrez que la CSG augmente chez les retraités, hein, pas qu'elles augmentent, qu'elles soient au même niveau que, pour les actifs. J'ai une mémoire d'un gouvernement et d'un Premier ministre qui en a quand même subi les conséquences. Oui, j'allais dire, un gouvernement peut-il tenir avec CSG, d'accord, mais les faits sont têtus. Et ils sont là, oui, effectivement, il y a un certain nombre de réformes qu'on n'ose pas faire parce qu'il y a certains qui en ont pris plein la figure. Mais le problème, il reste quand même là. C'est un problème de justice sociale. Oui. Agnès Buzyn et François Braun. Non, je pense que c'est très important de parler du financement. Là aussi, c'est un problème international. Les dépenses de santé dans tous les pays du monde augmentent plus vite que les PIB des pays. Et donc, ce sont 4%, mais c'est essentiellement lié au vieillissement de la population. On a pris, en 2 générations, on a gagné 20 ans de durée de vie moyenne. Donc, en 2 générations, c'est énorme. Et donc, aujourd'hui, vous êtes obligé de faire peser une contrainte sur cette augmentation des dépenses de santé, parce que sinon, à l'arrivée, vos dépenses de santé vont représenter 20% de votre PIB. Aucun pays ne peut se permettre de dépenser autant quand il y a la problématique de l'école, de l'armement, de je ne sais trop quoi, de l'écologie, de la transition écologique. Et donc, on est obligé de faire peser une contrainte. Il faut vraiment dire aux gens. Et c'est là où, moi, j'ai vraiment travaillé sur la pertinence des soins
assez peu de succès parce que c'est très compliqué, c'est objectivement compliqué à mettre en œuvre, mais je pense qu'avec les professionnels, on peut y arriver. On sait qu'il y a jusqu'à 15 à 20% d'actes inutiles qui font de la consommation inutile sur lequel on ferait d'immenses économies. Je pense que c'est la seule piste aujourd'hui raisonnable pour réduire ces dépenses de santé. Et François parle de l'hôpital. Oui, je rejoins totalement ce que vient de dire Agnès. Il y a effectivement les recettes, mais il y a des dépenses. On voit tous les jours, moi je vois tous les jours à l'hôpital des dépenses inutiles, des dépenses absurdes. Et nous devons absolument continuer à travailler sur cette pertinence des soins, mais pas que. Je vous donne un exemple très simple, puisque je travaille actuellement sur les parcours. Quand vous avez un professionnel de santé, un spécialiste X en libéral qui a besoin d'un examen complémentaire, cet examen complémentaire est fait dans l'hôpital à 3 km. Maintenant, il va plutôt l'envoyer à son copain de promotion qui est à 100 km de là. Et ça, c'est fait, bien sûr, en transport sanitaire remboursé. Alors, c'est très bien, mais il y a un moment donné, il faut mettre quand même des limites. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi vous n'avez pas mis des limites? Peut-être que je n'ai pas eu le temps. Mais simplement pour dire que ce qu'on a tous mis en place progressivement, cette territorialisation, que ce soit par les ARS, que ce soit par les CNR, que ce soit par les CPTS, c'est ça l'intérêt. C'est justement qu'à l'échelle d'un territoire, qui est logique, on voit bien que les populations de toute façon restent au niveau d'un territoire, à l'échelle d'un territoire, on met en place des solutions territoriales pour éviter là aussi des dépenses complètement inutiles. Puisqu'on est avec vous, François Braun, parlons de l'hôpital avec vous tous, mais pour la transition. L'hôpital, hier, on n'a pas, le Premier ministre a très peu parlé de l'hôpital, alors qu'il connaît effectivement des difficultés, notamment d'ailleurs évidemment de prise en charge des urgences, ce qui est quand même votre spécialité. Oui, alors l'hôpital c'est une énorme machine. J'ai déjà dit tout à l'heure, il faut que toutes ces structures d'hospitalisation travaillent ensemble, qu'on continue à développer, et on a tous mis en place les alternatives, ce qu'on appelle les alternatives à l'hospitalisation, diminuer cette pression sur l'hôpital. Parler des urgences, mais les urgences, on va pouvoir tourner 107 ans autour. Les problèmes sont assez simples et les solutions aussi, malheureusement. C'est pour ça que le président s'est engagé à lever la saturation des services d'urgence. Nous pouvons y arriver collectivement. Par le déploiement des SAS, et Agnès l'a dit, diminution de 10 à 15% de la fréquentation des urgences depuis cette mise en place, et depuis l'investissement des libéraux aussi dans les soins non programmés, il faut le dire. Ça s'est jamais vu depuis 20 ans, donc c'est quand même une belle réussite. Mais il y a aussi ce qu'on ressort à chaque fois, cet aval des urgences, c'est-à-dire des difficultés à trouver des lits d'hospitalisation. Pas parce que nous manquons de lits d'hospitalisation, mais parce que nous manquons de professionnels pour mettre à côté de ces lits. On est en train un petit peu de tourner en rond, donc il faut, là pour le coup, une fois pour toutes, faire la part entre l'activité programmée et l'activité non programmée. Il faut que tout le monde y participe, et quand je dis tout le monde, c'est le public comme le privé, à part égale en fonction de leurs moyens, et les choses vont rentrer dans le Et il y a aussi, bien sûr, on parle toujours des urgences, mais aussi une médicalisation beaucoup plus poussée des EHPAD. Parce qu'il y a à la fois ce problème-là dont on ne parle quasiment pas. Hein, sur ça. Mais on voit, parce qu'évidemment, il n'y a pas le personnel, il n'y a pas les structures de soins dans des EHPAD. On voit aller vers l'hôpital des personnes âgées en fin de vie qui n'ont rien à y faire. Hein. Continuons vers les IPA qui ont déjà été lancés et qu'il faut encore renforcer, y compris dans le cadre de la gérontologie. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de solutions sur la table. Il faut peut-être bousculer un petit peu, je le reconnais, les habitudes des uns et des autres, les corporatismes des uns et des autres, mais en tout cas, tout le monde, au fur et à mesure, a dessiné ce système de santé de demain. Petite question, le SAS n'est toujours pas généralisé. 75%. Oui, mais le président de la République, j'ai lu hier... Il y aura coercition 100%. sur les médecins. Le SAS devait être généralisé en 2023. Ça, c'était le discours du président Macron lors de sa conférence de presse où nous étions. Je peux vous faire rire sur le SAS pour vous dire quand même comment c'est arrivé. Donc on était sur le plan de refondation des urgences, donc on avait les 26 mesures pour essayer de désengorger les urgences, dont notamment un énorme focus sur la médicalisation des EHPAD, la gériatrie, etc. Et puis à un moment, on a dit, il y a trop de gens qui arrivent aux urgences qui n'ont rien à y faire. Je dis oui, il faudrait une forme de SAS. Et je me suis dit, tiens, SAS, ça pourrait être un bon acronyme, on va appeler ça le service d'accès aux soins. Et c'est rentré dans la loi comme ça. Voilà. Donc, anecdote sympa, c'est sympa de voir ça mis en place
place et de voir que ça marche. À vous écouter en dehors du sas qui a l'air de marcher. Et aucune agence de communication ne vous avait conseillé. Bravo. C'est quand même C'est dommage. pour ça que c'est bien. On a l'impression quand même que vous avez du mal à faire avancer vos politiques. Vous dites on tourne autour du pot, on a du mal, il faut bouger les corporatistes. Roselyne Bachelot a été affrontée au corporatisme aussi. Il y a eu le Covid. Le Covid a tout percuté. Non, mais il y a eu 30 ans. Agnès Buzyn, c'est depuis 30 ans que les corporatistes ont du mal à être bougés. Et on oublie un troisième acteur, ce sont les citoyens eux-mêmes. On les a pour l'instant évités, mais il y a des transformations majeures qui traversent notre société avec une demande de soins infinie dans un système dont les ressources sont finies. On a vu avec le Covid la montée des complotismes, des médecines alternatives, de la volonté des uns et des autres de sortir en même temps du système de soins, d'avoir une autre offre de soins. On voit à la fois la demande de maternité très très spécialisée. D'ailleurs, la chute des naissances va entraîner aussi des réformes. Enfin, c'est un autre sujet qu'il faudra ouvrir. Et en même temps, la volonté de maisons de naissance, d'avoir moins de médicalisation autour de la naissance. Donc tout ça, les citoyens, ils sont là aussi avec des demandes extrêmement diverses et extrêmement difficiles à intégrer dans notre système de santé. Alors, je pense que pour revenir simplement sur ce que disait Roselyne, bien sûr, on oublie trop souvent nos concitoyens dans cette avancée et transformation du système de santé. Mais je crois que nous devons, en tout cas, moi je l'ai toujours considéré comme ça, la vérité par rapport à nos concitoyens et par rapport aux politiques. La vérité, c'est que vous n'aurez plus un service d'urgence dans chaque bourg. Vous n'aurez plus une maternité dans chaque petite ville. Parce que, simplement, nous n'avons pas assez de professionnels pour les faire tourner. Donc il faut trouver des solutions alternatives. Le SAS est une solution alternative. La régulation de l'entrée des urgences, quand on a lancé ça il y a un peu plus d'un an, on m'a dit ça va être une catastrophe. Ce n'est pas une catastrophe, ça fonctionne. Et la population l'intègre bien. Moi, je fais encore de la régulation médicale. J'ai des gens au téléphone, quand on leur explique non, vous avez mal au dos depuis 3 semaines, il ne faut pas aller aux urgences, mais on va vous trouver une autre solution. Ça fonctionne. Donc, il faut avoir un discours de vérité vis-à-vis de nos concitoyens. La vérité, c'est que nous avons un système de santé qui fonctionne. Nous soignons mieux aujourd'hui que nous soignions hier et avant-hier. Ça va continuer, mais par contre, peut-être qu'il faudra faire 10 km pour avoir un médecin et non plus l'avoir dans la rue à côté. Il faut le reconnaître, il faut l'annoncer clairement. Agnès Buzyn, après je voudrais juste revenir sur le problème que nous avons, enfin, que moi j'ai ressenti sur le terrain. Ce ne sont pas les citoyens, ce sont les élus. Comment faire la pédagogie auprès des élus locaux qui réclament tous leur cabinet médical, qui réclament tous le service d'urgence, qui réclament tous leur maternité, qui vont voir le président de la République dès qu'on essaye de restructurer. Les ARS le vivent au quotidien parce qu'elles sont confrontées à ça. Et sincèrement, il y a une pédagogie à faire aussi auprès de nos parlementaires, auprès de nos maires, parce que si nous ne parlons pas la même langue, nous avons eux en confrontation directe. Mais qui se faisaient photographier, ces élus locaux, devant les cartons de masques financés par l'État. Mais c'est très difficile. Il y avait un préfet qui me disait comment voulez-vous que j'y arrive? J'ai 2 personnes dans mon service de communication, quand le président du conseil départemental en a 80. Mais le CNR a permis de rapprocher ces points de vue. Et je crois que c'est important. Le CNR, il existe encore. Mais je pense qu'en termes de santé, il existe. C'est probablement dans ce domaine-là qu'il a le mieux fonctionné. Et d'avoir mis autour de la table les élus, les citoyens, les professionnels de santé, ça a été extrêmement intéressant. Chacun partageant un peu ses difficultés. Quand un professionnel de santé explique que lui, il n'a personne pour garder ses enfants, qu'elle doit partir à 17h, fermer son cabinet parce qu'il n'y a plus de crèche, de choses comme ça, eh bien, on a peut-être une vision un peu différente de dire ils ne veulent plus travailler, ils s'arrêtent à 17h. Oui, mais il y a aussi des raisons. Alors, Halte aussi a une certaine professionnalisation des interlocuteurs citoyens. C'est-à-dire que le dialogue qu'on essaie toujours de faire avec, bien sûr, les malades et les citoyens dans le non-malade, enfin, comme disait Knock, il s'ignore, il y a un malade qui s'ignore. En général, le dialogue est préempté par un certain nombre d'associations qui ne sont pas toujours extraordinairement représentatives. Alors, un contrepoint avec Renaud Degas, notre camarade Renaud Degas.
Oui, une question en vous écoutant, vous l'avez évoqué, Madame Bachelot, sur le fait qu'il y a toute une culture autour du vieillissement, de la mort. Également été évoquée l'histoire de l'intégration, quand même, de toute la problématique du développement durable et de l'écologie. Vous qui avez été ministre aujourd'hui, en termes de gouvernance, est-ce que vous pensez, quel est le bon périmètre du ministère de la Santé? Je prends un exemple. Madame Vautrin a été nommée il y a quelques jours. J'entends en écho qu'il n'y a pas de ministre de la Santé. Or, dans son poste, elle est ministre de la Santé. Donc c'est très étonnant. Donc, ça existe depuis très longtemps. Le nombre de ministres, des grands ministres des Affaires sociales qui avaient dans leur périmètre la santé, il y a Philippe Séguin, il y a Martine Aubry. Je pense que si on regarde les périmètres ministériels depuis la création de la Ve République, les ministres qui ont le périmètre actuel de Madame Vautrin ont été plus nombreux que les ministres qui ont eu un poste de la santé purement dédié. Mais justement, aujourd'hui, est-ce que dans le périmètre du ministère de la Santé, il n'y aurait pas aussi l'écologie ? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir ce type d'approche encore plus large, avec beaucoup plus fort sur le social et sur l'écologie? Voilà, c'est une question... Alors, tour de table là-dessus. Est-ce qu'il faut élargir encore le ministère de la Santé? Claude Évin. Je pense que c'est une question d'organisation du gouvernement. Je veux dire, bon, il y a effectivement avoir une responsabilité particulière sur la question de la prévention, certes en matière de santé. Alors même si la prévention, ça doit intégrer l'environnement, ça doit intégrer, mais y compris les conditions de travail. Je veux dire, si on veut effectivement considérer que c'est l'ensemble de la société, il y a l'aménagement du territoire, il y a tout ce qu'on veut. Donc non, il y a la nécessité d'avoir une meilleure coordination entre les ministres aussi, pas seulement entre les acteurs de santé, mais entre les ministres. Mais par contre, effectivement, qu'il y ait en tous les cas un ministre qui couvre à la fois la santé, le médico-social et les problématiques sociales, bon, c'est tout à fait c'est aujourd'hui cohérent. Est-ce qu'un ministre aujourd'hui, vous qui avez exercé à la tête du ministère, est-ce que vous avez un impact, vous avez le sentiment que vous avez un impact réel sur l'administration et qu'elle est vraiment, et que vous avez le sentiment d'aller au bout de vos réformes avec vos équipes? Les vieux lieux communs, Non, parce que malheureusement, c'est des lieux communs qu'on entend régulièrement. Je crois qu'il faut arrêter. En tout cas, moi, je suis certain d'une chose, c'est que le ministre commande à son administration. Après, plus ou moins, les brides plus ou moins tendues, mais ça, c'est en fonction de chacun. Et ce n'est pas Bercy qui décide de la politique de santé. Je crois qu'il faut qu'on sorte de ces vous m'avez épargné un autre lieu commun. Non, mais il faut arrêter. C'est-à-dire qu'il y a des arbitrages, comme pour toute discussion, et c'est au ministre de gagner ces arbitrages. Sur un grand ministère, puisque vous parlez d'un grand ministère. Moi, quand je suis arrivé, effectivement, on parle beaucoup de prévention, on parle d'écologie, et j'ai dit, mais c'est bête, il faudrait un ministère One Health, finalement, une seule santé. Et quelqu'un de mon cabinet qui m'a répondu, mais il dit, ça existe déjà, ça s'appelle Matignon. Et je crois que c'est ça, en fait. Oui, Agnès Buzyn. Oui, alors, moi, c'est sur la prévention que je veux revenir. Je pense qu'en fait, le ministère de la Santé est le plus mal placé pour faire de la prévention. Il fait de la prévention un peu primaire sur tabac, alcool, parce qu'il arrive à impulser des politiques publiques, un peu. Il fait de la prévention secondaire, c'est-à-dire les dépistages, etc. La vaccination, OK. Mais en dehors de ça, toute la politique de prévention sur les indicateurs fondamentaux de santé, l'alimentation, la sédentarité, etc., ce sont des politiques qui échappent au ministre de la Santé. C'est les transports, c'est le logement, c'est l'alimentation, c'est l'agriculture. Et donc, en réalité, il faut arrêter de faire croire que le ministère de la Santé fait de la prévention. Il faut des politiques publiques interministérielles, intersectorielles, très volontaristes, peut-être au niveau de Matignon, mais la prévention ne peut pas être simplement le ressort de la santé. Que seulement 20% de l'augmentation de l'espérance de vie, et certains disent 15%, cette augmentation serait due à des questions sanitaires et à des progrès de médecine. C'est l'éducation des filles. Pourquoi on n'y arrive pas, alors ? Pourquoi on n'y arrive pas à faire plus de prévention dans tous les ministères ? Mais parce que, je crois effectivement, moi aussi je suis dans la même démarche, c'est-à-dire que la politique, la prévention et la meilleure santé, c'est une politique publique qui est multi-intervenant. Donc, et globalement, on a quand même amélioré l'espérance de vie aussi. Arrêtons alors, c'est pareil, quand on dit ça, il ne faut pas oublier les difficultés d'accès aux soins, les difficultés pour certaines populations, effectivement, et puis une épidémiologie qui, en effet, montre un certain nombre de défaillances. Mais globalement, on a quand même fait un certain nombre d'améliorations dans
dans l'état de santé, regard de l'état de santé de la population, et y compris dans la possibilité de traiter un certain nombre de pathologies. Je reviens pour terminer, Philippe, sur les questions de gros sous, parce que sinon les médecins libéraux nous en voudraient de ne pas en parler. Il y a des négociations conventionnelles aujourd'hui, et notamment des questions qui touchent à la rémunération des médecins. Un mot, peut-être, pour vraiment presque terminer notre... Mais c'est aussi l'engagement des professionnels dans une meilleure organisation du système. Vous l'avez dit, il y a 30 ans, vous avez déjà essayé de faire un engagement territorial. C'était déjà une préoccupation il y a 30 ans. Puisque je suis le dernier à avoir subi une convention qui n'a pas abouti, bon, je crois que ce qui est important vient d'être dit par Claude Évin, c'était cet engagement territorial. C'est là-dessus qu'il y a eu un achoppement, tout en sachant quand même que les syndicats libéraux sont venus me voir au départ, je les connais depuis longtemps, en disant on est d'accord pour faire du gagnant-gagnant. Or, le gagnant-gagnant, c'était justement, on augmente les rémunérations, mais il y a cet engagement territorial. Alors après, pour plein de raisons, y compris des émergences de groupements qui ne sont pas forcément des syndicats, qui ont eu des positions très extrêmes, le fait est que la convention n'a pas abouti, c'est pas non plus quelque chose de grave. Oui. Et les discussions sont reparties. La convention n'est pas aboutie. Non, mais c'est pas la première non plus qui n'aboutit pas. Non, là, nous avions la chance d'avoir un règlement arbitral qui satisfait personne, c'est le principe du règlement arbitral, mais qui a permis quand même de continuer à avancer. Maintenant, les discussions ont été rouvertes, elles ont été rouvertes sur les mêmes bases, et j'en suis très satisfait, en disant, oui, bien sûr, il faut mieux rémunérer les médecins libéraux, c'est normal, mais il faut aussi qu'il y ait un engagement à répondre aux besoins de santé des territoires. Et qu'est-ce que vous dites, vous qui êtes un spécialiste des urgences, quand Gabriel Attal hier a dit le SAS, si par hasard le SAS ne marchait pas, il y aura une obligation de garde. Un commentaire. Vous savez, les obligations, j'ai connu, étant déjà aux urgences 2003 et la grève des médecins généralistes, il y avait une masse, je n'ai plus le pourcentage en tête, mais c'était plus de la moitié des médecins qui étaient dispensés de garde. Nous avons des professionnels de santé qui vieillissent. Forcément, si on oblige à faire des gardes, ils vont dire moi j'ai 65 ans, je ne vais plus faire de garde parce que mon état de santé ne le permet pas. Si on n'oblige pas, ils vont continuer à en faire, peut-être 1, 2 ou 3. Alors, donc moi je suis très... Et je l'ai exprimé à plusieurs reprises, dès lors qu'on oblige, qu'on force la main, ça ne se passe pas bien. On arrive au terme. On travaille ensemble. François Braun, on arrive au terme. 2 petites questions encore quand même. Sur la capitation, le président de la République a dit qu'il trouvait que c'était la bonne solution. Le paiement à l'acte, c'est inflationniste. Très 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 rapidement, parce qu'il nous reste 2 minutes. Et puis une dernière question sur l'AME, qui sera réglée par voie réglementaire et non par un débat à l'Assemblée nationale. Quel est votre point de vue ? Vous avez été cité par M. Attal hier. Sur la capitation, est-ce que vous pensez qu'on peut rentrer dans cette logique, c'est-à-dire d'être payé plus au forfait qu'aux patients Ça, c'est un vieux débat. Oui, mais le président de la République y tient. Oui, mais c'est effectivement la mode de rémunération. D'ailleurs, il y a un débat sur le montant des honoraires à l'acte. Honnêtement, la rémunération, y compris d'un médecin généraliste aujourd'hui, elle n'est pas uniquement dans la rémunération à l'acte. Il y a toute une série d'autres. Très majoritairement à l'acte, quand même. Oui, mais il y a une évolution là aussi de la rémunération, et qu'il y ait une évolution, pourquoi pas. Enfin, moi, ça me semblerait tout à fait d'actualité. Je vais être rapide. Il faut une diversité des modes de rémunération. Donc, effectivement, santé publique, territorialité, un peu à l'acte, un peu de capitation, pourquoi pas. En tous les cas, une diversité. On a besoin de répondre à plein d'enjeux différents. D'accord. Alors, évolution des modes de rémunération. Ça me paraît tout AME, à fait... L'AME, moi je suis une défendresse de l'AME. Je me suis opposé à mon parti politique dans des débats homériques à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas bougé d'un iota. Qu'est-ce que vous pensez du rapport Evin sur l'AME? C'est bien, il va dans ce sens. Il va dans ce sens ou ça va dans le mur? Attendez, est-ce que les défenseurs de l'AME vont être satisfaits des mesures qui seront prises par M. Attal s'il suit? Ça a été dit hier par de toute façon, défendre l'AME, ça ne veut pas dire défendre un panier de soins qui ne change pas. Et ça voilà, et de ne pas mettre un certain nombre de garde-fous sur l'AME, ça me paraît logique. Mais ceux qui veulent détruire l'AME ne sont pas dans une démarche de santé publique. L'AMU d'urgence, c'est pas bon pour vous, c'est clair. Mais si on change de nom, mais qu'on ne change pas ce qu'il y a dedans, peu importe. Mais je rejoins ce que dit Roselyne. Il faut faire évoluer l'AME, mais on ne peut pas supprimer l'AME. Alors Claude, le mot de la fin sur l'AME. Non, la question qu'il faut effectivement avoir en tête et que le Sénat n'a pas pris en considération et que le débat, c'est on a des populations qui effectivement sont sans droit, puisqu'elles sont en situation irrégulière, même si tous les bénéficiaires de l'AME ne sont pas en situation irrégulière, parce qu'il y a les enfants.
Tout le monde ne bénéficie pas de la ME d'ailleurs, même quand on est en situation irrégulière. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des conditions d'accès. Donc la question qui nous est posée collectivement, c'est que nous avons des populations qui restent sur notre territoire alors qu'elles devraient repartir chez elles puisqu'elles n'ont plus de droits. Comment nous les soignons? Et comment nous assurons qu'elles aient accès à des soins de premier recours? Comment nous assurons le fait qu'il n'y a pas une aggravation de leur état de santé qui les conduira à l'hôpital, qui fera que, in fine, ça coûtera beaucoup plus cher puisque la question du coût est posée et qui pourra y compris poser des problèmes de santé publique, notamment concernant les infections qui peuvent être effectivement transmissibles. Donc la question, c'est celle-là, c'est comment on soigne des personnes qui sont en situation irrégulière. Moi, j'ai souvent dit à l'occasion de ce rapport dans les interlocuteurs, le problème n'est pas le problème de l'AME. Le problème, c'est les populations en situation irrégulière sur notre territoire. Chacun doit faire son métier. D'accord. Eh bien, on arrive au terme de cette émission. Merci mesdames, merci messieurs. On a beaucoup appris. Merci beaucoup. Alors, on vous applaudit, la nombreuse assistance. Merci aux équipes, Françoise Millienne, Nathalie Rattel, Emmanuel Tay, à la veille des acteurs de santé, à Ortus et à LDC Santé. Merci à nos partenaires BVA, Groupe Pasteur Mutualité, dont le président Bertrand Mas-Fressinet est présent avec nous aujourd'hui à la Villa M. Merci à MSD, à Point Vision et à CARE. Merci alors, Pascal. Je voudrais paraphraser Paul Ricoeur. En raison de leur grande expérience, ils préféraient se tourner vers l'avenir. C'est ce que vous avez fait. Merci. Bravo.